Merci à toutes et à tous de participer à cette présentation. Donc, enjeu très fort de la commission emploi compétences du MEDEF, mais qui concerne évidemment toutes les entreprises adhérentes et non adhérentes. Les lois sur l'insertion des personnes dans des situations de handicap évoluent régulièrement. Il y en a une qui va bouleverser un certain nombre d'éléments, qui est la dernière, et nous devrions avoir, en tout cas pour les entreprises concernées, quelques surprises en matière de montant de contribution. Mais la GFIP et l'URSSAF, puisqu'aujourd'hui il y a une collaboration entre ces deux organismes, on reviendra sur l'ensemble de ces éléments, sont là pour nous accompagner, ont déjà pris un certain nombre de mesures. Donc cette présentation, elle va être animée par Gilbert Saint-Louis, que nous ne voyons malheureusement pas, qui représente l'URSSAF. Vous êtes tout seul, Monsieur Saint-Louis, ou il y a du monde avec vous? Non, cette fois-ci, non. La dernière fois, j'avais la présence de 2 inspecteurs et la responsable du recouvrement, mais ils sont en congé, donc voilà, j'animerai seul. Et s'il y a des questions auxquelles je ne sais pas répondre, à ce moment-là, je les noterai et puis je répondrai ultérieurement. Alors juste peut-être une petite présentation, comme ça, ça sera fait. Donc effectivement, je suis responsable du département contrôle et sécurisation juridique à l'URSSAF de la Guadeloupe. J'interviens sur ce webinaire parce que l'URSSAF est un nouvel acteur sur cette contribution, puisque jusqu'à présent, c'était du domaine de la GFIP. Et puis depuis l'année dernière, vos participants doivent le savoir, cette contribution est recouvrée par notre organisme. Mais là aussi, il y a un autre élément, c'est que c'est elle qui calcule en fait les effectifs qui sont redevables de la contribution. Donc, on a un double rôle de recouvrement, mais aussi d'information vis-à-vis des entreprises pour savoir si elles sont pas redevables de cette contribution. Donc, on verra à travers le webinaire un petit peu les différents éléments qui permettent de calculer ou de déduire le montant de la contribution. Voilà, donc réunion co-animée par Monsieur Saint-Louis, et également par Émeric, que tout le monde connaît aujourd'hui sur nos territoires, puisque c'est... Alors, tu vas peut-être te présenter, Émeric. Oui, merci Laurent. Je vais me présenter. J'ai été déconnecté quelques secondes, excusez-moi. Petit souci technique. Donc, je suis chargé d'études et de développement au sein de la délégation Antilles-Guyane, principalement en charge de l'accompagnement des entreprises. Voilà, conseil, information, conseil et accompagnement des entreprises vis-à-vis d'une part de l'obligation d'emploi et pour celles qui ne sont pas concernées par l'obligation d'emploi et qui mènent des politiques également en faveur du handicap ou qui ont des personnes en situation de handicap, bénéficient bien entendu de l'offre de services. Très très bien. Et je profite au nom du MEDEF pour annoncer à l'ensemble des acteurs autour de l'écran que nous organisons le 8 et 10 juin prochain un job dating spécial handicap. Un qui sera à Basse-Terre, l'autre qui sera en Guadeloupe, et que nous allons faire la promotion des offres qui sont à pourvoir dans les différentes entreprises. Donc, nous risquons de venir vers vous prochainement pour recueillir les offres et puis solliciter votre présence lors de ce job dating, puisque l'intégration fait partie des possibilités de réponse à votre obligation. Donc, Émeric, je te laisse. Tu en as pour combien de temps à peu près? Grosso modo, on devrait en avoir pour 1h30 si tout va bien. Peut-être 2 heures en fonction des questions, bien entendu, qu'on espère nombreuses. Très bien. Alors, je vais partager le support et je vais démarrer pour le coup, puisqu'effectivement l'introduction m'incombe. Donc, merci à toutes et à tous d'être présents ce soir pour cette présentation sur l'OETH, l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, tout en sachant que cette OETH a fait l'objet d'une réforme par la loi du 5 septembre 2018 et qui est rentrée en vigueur au 1er janvier 2020, d'où l'intérêt de pouvoir vous informer de manière complémentaire là-dessus, puisqu'un certain nombre de changements sont intervenus, et notamment une déclaration auprès de l'URSSAF, qui est présente aujourd'hui. Et merci, M. Saint-Louis, d'être présent, parce qu'il s'agit bien d'une co-animation concernant les URSSAF et la GFIP. Alors, en préambule, nous avons un petit sommaire qui, vous le voyez, est assez riche. Donc, nous aborderons les modalités de déclaration
donc modalité de calcul des effectifs. Ensuite, nous aborderons les déductions de la contribution. Puis, nous ferons un petit focus sur le cas particulier des accords agréés. Ensuite, le calcul de la contribution nette après déduction et avant mesure d'écrêtement. Le calcul après mesure d'écrêtement. Et enfin, le parcours du déclarant. Le but étant de vous faire une présentation par étape et bien entendu que vous puissiez nous questionner durant le processus. Et nous terminerons bien entendu par l'accompagnement des entreprises, parce que c'est un point important de façon à ne pas vous laisser seul face à cette thématique. Donc juste un petit rappel sur les titres de BOETH, puisque les personnes en situation de handicap sont bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Donc une première voie qui est celle de la MDPH. Donc les personnes ayant une reconnaissance de qualité travailleur handicapé, qu'on appelle communément RQTH, ou alors titulaire d'une carte mobilité inclusion comportant la mention invalidité, ou alors percevant l'allocation adulte handicapé, enfin j'ai envie de vous dire et où en réalité, puisqu'on peut être dans les trois situations, sont bénéficiaires de l'obligation d'emploi par le biais de la MDPH. Une deuxième voie qui est celle de l'assurance maladie, donc qui concerne les victimes et les accidents du travail ou maladies professionnelles entraînant une IPP au moins équivalente à 10% et percevant une rente, et également les titulaires de pension d'invalidité si l'invalidité réduit au moins des 2/3 les capacités de travail. Et enfin, la troisième voie, qui est celle de l'État, par le biais du Code des pensions militaires, qui concerne les anciens militaires et assimilés, titulaires d'une pension militaire et d'invalidité, et les sapeurs-pompiers volontaires, titulaires de l'allocation ou d'une rente d'invalidité pour accident ou maladie en service. Y a-t-il des questions à ce niveau? Bon, a priori, tout semble clair, et c'est tant mieux. J'ai juste une petite question, Marie-Olive Lamure de la société Kama. Concernant l'assurance maladie, vous m'entendez? Oui. Oui, je vous entends. J'ai des personnes qui sont en maladie professionnelle. Donc, comment ça se passe? Je les déclare en tant que salarié handicapé ou c'est pris en compte directement par l'URSSAF? Comment ça se passe? Est-ce qu'on va voir ça plus tard ou parce que là, je découvre en fait qu'il y a des personnes supplémentaires en fait. Alors effectivement, donc on parle bien de maladie professionnelle entraînant une incapacité permanente au moins équivalente à 10%. Donc, alors moi, j'ai des personnes qui sont en thérapeutique. Est-ce que ça compte? Alors non, c'est maladie professionnelle entraînant une IPP d'au moins 10% ou alors victime d'accident du travail. Ok, donc maladie professionnelle entraînant un mi-temps thérapeutique, ça ne compte pas. C'est une incapacité permanente au moins équivalente à 10%. D'accord, donc on est bien d'accord. Ok, cette incapacité en réalité, voilà, c'est la maladie professionnelle, oui, dès lors qu'elle entraîne cette incapacité permanente, minimum. D'accord. Ok, donc et ces personnes-là, on les prend en compte comment? Avec une unité, comment ça se passe? Autant avant c'était clair sur la GFIP, autant là, je ne sais pas comment on prend ça en compte pour l'URSSAF. C'est tout aussi clair. Je peux laisser M. Saint-Louis prendre la parole éventuellement. On va y revenir sur le sujet. Voilà, on y reviendra. En tout cas, ce sont des personnes qu'il faudra déclarer si elles sont concernées. Ça fait bien l'objet de la déclaration, donc de la DOETH. Ok, très bien, merci. On poursuit et je laisse M. Saint-Louis prendre la parole concernant les modalités de déclaration. Tout à fait. Donc, on peut passer au slide suivant, donc sur les modalités de déclaration. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'URSSAF est donc un nouvel acteur sur cette contribution et elle va réceptionner vos déclarations via la DSN. Et comme on est dans un système déclaratif, finalement, c'est à l'employeur de bien informer via la DSN des éléments concernant les salariés. Finalement, l'URSSAF ne va que retraiter des informations qui vont être communiquées. C'est juste pour revenir sur ce qui a été dit précédemment. C'est-à-dire par rapport aux situations des salariés, leur taux d'incapacité et autres, l'URSSAF n'en a pas connaissance. Finalement, c'est à travers les éléments que vous allez nous communiquer
via votre DSN qu'on va tenir compte ou pas de la situation du handicap de vos salariés. Donc en fait, c'est une question, c'est pas l'URSSAF qui tranche, c'est l'employeur au moment de sa déclaration qui doit bien déterminer l'incapacité ou l'invalidité ou le handicap de son salarié, et à ce moment-là, on va tenir compte pour le calcul à la fois de l'effectif, mais aussi pour le calcul des bénéficiaires pour l'obligation des travailleurs handicapés. Alors, cette slide, elle est intéressante. Donc, vous êtes un employeur, on verra qu'il y a des notions d'effectif par rapport à la contribution, puisqu'il faut être une entreprise de plus de 20 salariés. Mais quelle réponse a l'entreprise pour quelque part diminuer sa contribution? Elle a 3 éléments. Le premier, il est le plus simple, c'est employer des travailleurs handicapés. Si vous employez des travailleurs handicapés, finalement, vous répondez à cette obligation d'emploi de travailleurs handicapés, et donc vous êtes tout à fait dans la thématique, ce qui va vous diminuer, voire annuler complètement l'éventuelle contribution à payer. Ensuite, la deuxième réponse, c'est accueillir des stagiaires. Donc tout à l'heure, on verra un petit peu plus tard qu'en accueillant des stagiaires, vous avez la possibilité de diminuer votre contribution. Ou alors, on est plutôt sur une politique du handicap via un accord handicap. Alors ça peut être soit un accord de branche, soit un accord d'entreprise, soit via un accord de groupe. Et donc, à travers ces 3 options, ces 3 solutions, il y a une réponse à la contribution au ETH, en tout cas pour pouvoir la diminuer. Ensuite, donc les modalités de déclaration. Donc ça, c'est le plus important. Donc pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas, pour les entreprises, donc l'effectif des entreprises, donc je le dis bien entreprise, je ne dis pas établissement. Ça, c'est un des grands changements, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Il faut qu'il y ait au moins 6% de taux d'emploi de travailleurs handicapés dans l'entreprise. Alors, comment ça se passe? Le moyen de déclaration, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est via la DSN. Donc à travers la DSN mensuelle que les employeurs adressent, on a un effectif nominatif. Et donc, c'est à travers cette déclaration que l'on va savoir si vous avez déjà un effectif qui est supérieur ou inférieur à 20 salariés. Et donc ça va nous permettre déjà de savoir si vous êtes redevable de cette contribution. Alors, un élément très important, que vous soyez plus de 20 ou moins de 20, il faut renseigner via votre DSN, il faut donner toutes les informations par rapport au handicap. Je suis une entreprise de moins de 20 salariés, sur le principe, je ne paye pas cette contribution. Mais si j'ai des salariés qui relèvent un petit peu de toutes les situations qu'on a citées précédemment, il va falloir alimenter votre DSN sur le sujet. Donc, on parle aussi donc, des employeurs privés. Donc, quand on parle d'employeurs privés, ce sont des entreprises qui cotisent à l'assurance chômage. Donc, ça permet de distinguer à la fois les employeurs privés ou les employeurs publics qui ne cotisent pas au chômage. Et donc, ce que je disais tout à l'heure, seuls les employeurs supérieurs ou égaux à 20 salariés sont soumis à l'OETH. Et donc, là aussi, un élément très important, c'est que le calcul de l'effectif de l'entreprise se fait tout établissement confondu. Avant, le calcul, il se faisait par établissement. Donc là, on va dire que c'est un peu plus défavorable à l'entreprise, puisque là, on va calculer l'effectif sur l'entreprise tout établissement, et non plus par établissement autonome. Je donne un petit exemple. Auparavant, vous aviez 5 établissements avec 5 salariés. Vous aviez 25 salariés dans l'entreprise, mais comme on calculait par établissement, vous n'étiez pas redevable de cette contribution. Maintenant, on va calculer tout établissement confondu. Donc, avec mes 5 établissements avec 5 salariés, je suis à 25 salariés. Donc, sur le principe, je suis redevable de la contribution. Après, on verra que le calcul de cet effectif, et en tout cas de cette contribution, il se fait par palier. Il y a différents seuils qui évitent que l'entreprise, ça soit une charge qui arrive d'un seul coup. Et donc, c'est ce qu'on appelle une période transitoire. Ensuite, comment est déterminé le calcul de l'effectif? Alors, auparavant, on calculait l'effectif au 31 décembre. Donc maintenant, c'est plus du tout ça. Ça reprend un peu le calcul des effectifs d'autres cotisations. On a d'autres cotisations qui sont liées à l'effectif. Par exemple, le versement mobilité, on a le FNAL. Ce sont des contributions qui sont liées aux effectifs. Et donc, la contribution au ETH, le calcul des effectifs, il se fait exactement comme pour les autres contributions. Alors, il est assez simple, en fait. Le calcul de l'effectif se fait donc par individu en fonction de la nature de son contrat de travail.
et de son temps d'exercice et de sa période d'emploi dans l'entreprise. Donc là, vous avez un petit exemple. Si j'ai un salarié qui est à temps partiel, qui travaille à 80% et qui est arrivé le 1er juillet de l'année, il sera comptabilisé pour 0,4. Pourquoi 0,4 ? Les 0,8, ça correspond à 80%. Et comme il est arrivé au 1er juillet, il est présent que 6 mois de l'année, donc on arrive à 0,4. Donc dans le calcul de l'effectif, même si c'est un individu, il va compter pour 0,4, il ne va pas compter pour 1. Donc bien entendu, vous comprenez qu'une personne qui est là à temps plein toute l'année va compter pour 1. Une personne qui est à temps plein, mais qui va être présent que 6 mois de l'année, va compter pour 0,5 et ainsi de suite. Donc, en fonction des situations, le calcul de l'effectif se fait en fonction de la nature du contrat de travail et de la période d'emploi. Ça, c'est extrêmement important, cette notion, puisqu'on a vu que la notion de 20 salariés va entraîner une contribution supplémentaire, mais le calcul ne se fait pas par individu, mais il se fait par la nature du contrat de travail et par la période d'emploi. Qui rentre dans le calcul des effectifs? Donc là, on est sur l'effectif d'assujettissement. C'est la slide suivante, Émeric. Donc, on va comptabiliser tous les salariés qui sont titulaires d'un contrat de travail, mais aussi, on va tenir compte aussi des mandataires sociaux. Donc, on voit les gérants, les présidents, les directeurs. Donc, voilà, tous ces salariés ou assimilés salariés vont être comptabilisés. Ça modifie ton bilan en fin de journée. Alors excusez-moi, il y a un micro d'ouvert là, du coup, on vous entend. Voilà, merci. Donc voilà, donc dans le calcul des effectifs, donc on a à la fois les salariés titulaires d'un contrat de travail et globalement les mandataires sociaux en fonction de du type de mandat, donc de gérance, président, directeur, etc. Par contre, les salariés qui sont exclus, donc c'est sur la colonne de droite, donc on a les apprentis, différents contrats d'exonération, CIE, CAE, les intérimaires ne comptent pas, les stagiaires ne comptent pas. Voilà, donc quand vous allez alimenter votre DSN, dans le calcul de l'effectif qu'effectue l'URSSAF, on va distinguer les salariés qui sont potentiellement assujettis à cette contribution, en tout cas les effectifs qu'on va comptabiliser et ceux qu'on ne va pas comptabiliser. Donc on voit bien que déjà à ce niveau-là, la complétude de la DSN est extrêmement importante, puisque c'est bien en fonction des éléments que vous allez indiquer dans la DSN qu'on va tenir compte ou pas du nombre de personnes, en tout cas de la qualité de ces personnes et de savoir si on les compte ou pas dans l'effectif. Et idem par rapport aux périodes d'emploi et idem par rapport à la nature du contrat de travail et la durée du contrat de travail. Donc l'entreprise c'est extrêmement important l'alimentation de la DSN parce que c'est de là que va découler si vous êtes redevable ou pas de la contribution. Voilà. Ensuite, le slide suivant, ce sont les bénéficiaires. Donc, quels sont les types de bénéficiaires de l'obligation pour l'emploi de travailleurs handicapés? Donc, ce sont des salariés, donc là, on parle des salariés handicapés, en incapacité, tout ça. Donc, ce sont des salariés qui doivent être soit titulaires d'un contrat de travail, soit ce sont des bénéficiaires qui sont des stagiaires, soit ce sont des gens qui sont mis en situation en milieu professionnel, soit en contrat d'alternance, etc., etc., etc. Donc ça, ce sont les personnes qui sont comptabilisées en tant que bénéficiaires pour l'obligation d'emploi. Et il y a un élément qui est extrêmement important donc dans ces bénéficiaires, c'est qu'on va tenir compte de l'âge. C'est-à-dire que dans la liste que je viens d'énoncer, quand vous avez un salarié qui est âgé de 50 ans et plus, en tant qu'individu, il ne va pas compter pour 1, mais il va compter pour 1,5. Donc, là aussi, l'alimentation de la DSN est importante puisqu'en fonction du numéro de sécurité sociale, on peut déterminer l'âge de la personne. Donc, quand vous avez quelqu'un qui est bénéficiaire de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés et qui a plus de 50 ans, elle ne compte pas pour 1, mais elle compte pour 1,5. Bien entendu, ce que je vous ai dit tout à l'heure est aussi exact, c'est-à-dire en fonction de la nature de son contrat de travail, en fonction de sa période d'emploi, on peut minorer ce chiffre de 1,5, puisque si la personne n'est pas là à temps complet ou elle est à temps partiel, elle ne compte pas pour 1. Donc là, même principe que tout à l'heure, un individu de plus de 50 ans qui est handicapé ou en incapacité compte pour 1,5 s'il a plus de 50 ans. Par contre, en fonction de la nature de ce contrat de travail ou de la période d'emploi, on va minorer le montant. Tout ça, et ça je le répète et c'est extrêmement important,
le statut des bénéficiaires de l'OETH se fait via la DSN. Donc, on est toujours sur des éléments déclaratifs. C'est pour revenir sur ce qui a été dit au début. Hein, c'est à l'entreprise de bien appréhender la situation de son salarié handicapé pour savoir si effectivement il rentre ou pas dans la case. Ça ne sera pas l'AGFIP, ça ne sera pas l'URSSAF qui va déterminer tout ça. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions autour de, avant de passer la parole à Aymeric, sur le calcul et aussi sur tous les éléments dont je viens de parler? Non, c'est clair. Aymeric, je te laisse la parole alors. Voilà, pour une petite slide, Oui. Puisque un cas particulier, qui est la liste des ECAP, les emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, cette liste devait faire l'objet d'une réforme et elle a finalement été maintenue. Donc, il s'agit bien des 36 ECAP qui peuvent toujours être déduits de la contribution et nous le verrons un petit peu plus loin. Concernant les cas particuliers également, il y a le cas des entreprises de travail temporaire et également les entreprises de travail temporaire, les entreprises adaptées au travail temporaire ainsi que les groupements d'employeurs, dont l'effectif d'assujettissement est uniquement l'effectif permanent. Donc, c'est sur l'effectif permanent que la DOETH portera. Alors, ensuite, donc le calcul du taux d'emploi. Donc, vous l'avez bien compris, l'URSSAF est là à la fois pour, on va dire, calculer les effectifs, notifier aussi donc, les effectifs et éventuellement la contribution. Et puis aussi, au final, si la contribution est due, la recouvrer. Donc, qu'est-ce qui va impacter le taux d'emploi, qui peut être différent pour chaque entreprise? Donc, je l'ai déjà annoncé tout à l'heure, le taux d'emploi, donc les fameux 6%, ils sont décotés au niveau de l'entreprise et non plus au niveau de l'établissement autonome. Donc, c'est bien tout établissement confondu qu'on va calculer ces 6%. Et donc, ces 6% de l'effectif global, ça va nous donner un chiffre. Et ce chiffre, donc, ça sera le taux d'emploi, en tout cas le taux d'emploi des bénéficiaires pour l'obligation pour l'emploi des travailleurs handicapés. Donc, je donne un exemple. Alors ça, c'est vraiment l'exemple de base. Vous êtes 30 salariés à temps plein en effectif. On va faire 30 fois 6%. Donc là, je l'ai pas en tête. Vous faites 30 fois 6%, ça va vous donner un chiffre. Ce chiffre-là, c'est le chiffre pour lequel il nous faut des travailleurs handicapés ou en incapacité, pour ne pas avoir à payer cette contribution. Après, on verra qu'il y a des déductions, des choses comme ça. Mais c'est le principe. Si vous avez un taux d'emploi de travailleurs handicapés qui correspond à ces 6%, vous ne payez pas cette contribution. L'idée, vous l'avez compris, on n'en a pas parlé, l'idée générale, c'est de favoriser l'emploi des travailleurs handicapés et en contraignant l'entreprise, finalement, si elle n'a pas une politique autour de ça, à payer une contribution. Alors, le taux d'emploi, donc je répète, le taux d'emploi concerne seulement le nombre de travailleurs handicapés employés ou accueillis par l'entreprise, donc c'est le résultat de ces 6%, c'est le taux d'emploi. Le décompte des effectifs pour l'assujettissement et pour le calcul des bénéficiaires, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure en préambule, c'est-à-dire qu'on va calculer mois par mois le nombre de salariés de l'entreprise, en tenant compte effectivement de leur contrat de travail et de leur période d'emploi. Donc, on va cumuler janvier, février, mars, avril, mai jusqu'à décembre, tous les mois. On va diviser par 12 et ça va nous faire une moyenne. Et cette moyenne, soit vous êtes au-dessus de 20, soit vous êtes en dessous de 20. Vous êtes en dessous de 20 salariés, vous ne payez pas cette contribution. Si vous êtes au-dessus de 20 salariés, éventuellement, vous êtes redevable de cette contribution, mais ça va dépendre du taux d'emploi ou éventuellement de ce que vous pourrez déduire, mais ça, on en parlera un peu plus tard. Ça a été dit tout à l'heure aussi par Aymeric, donc dans les effectifs mis à disposition par les entreprises de travail temporaire,
seuls sont pris en compte les effectifs dits permanents, donc on ne tient pas compte des intérimaires. Et aussi un élément très important, ça aussi c'est pour favoriser la politique d'emploi des travailleurs handicapés âgés. Si vous avez des travailleurs handicapés âgés de plus de 50 ans, ils ne sont pas comptabilisés pour 1, mais ils sont comptabilisés pour 1,5. Là aussi, ça permet éventuellement d'atteindre le taux d'emploi de travailleurs handicapés, puisque quelqu'un de plus de 50 ans va compter pour 1,5. Donc, bon, j'ai un petit peu anticipé sur cette slide. Donc, l'entreprise doit additionner ensuite donc, le nombre de bénéficiaires employés au nombre de bénéficiaires accueillis afin de déterminer son effectif BOTH réel. Donc, on a un effectif total, tout établissement confondu, on multiplie par 6%, ça nous donne un chiffre, et ce chiffre-là, on le compare à l'effectif qui travaille dans l'entreprise et qui est handicapé ou avec une incapacité, enfin tous les éléments que vous a donné Émeric précédemment. Donc finalement, sur le principe, c'est assez simple. On a un calcul des effectifs, on est plus de 20, on est moins de 20, si on est plus de 20, on fait multiplier par 6%, on a un chiffre. Ce chiffre, alors ça, c'est dit peut-être sur la slide suivante, si c'est un chiffre à virgule, c'est toujours arrondi à l'unité inférieure. Je m'explique, si on arrive à 5,80, eh ben, on va considérer qu'il vous faut 5 salariés en situation de handicap. C'est toujours, et même si vous êtes à 5,95, c'est toujours sur l'unité inférieure. Donc, juste après, Émeric. Oui, la contribution brute. La contribution brute. Donc, le premier calcul, on va dire de base pour l'entreprise, il calcule le nombre de bénéficiaires employés. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il multiplie par 6%. Ensuite, il constate dans ses effectifs le nombre de bénéficiaires employés, c'est-à-dire le nombre de personnes qui sont en situation de handicap. Si les deux chiffres collent, il n'y a pas de contribution. Par contre, s'il n'emploie pas assez de bénéficiaires, enfin de travailleurs handicapés ou en situation de handicap ou en incapacité, donc on aura un nombre de bénéficiaires manquants. Et c'est là, on va dire, quelque part, où rentre le système de, alors je vais appeler ça une pénalité, même si ce n'est pas le terme, mais enfin, c'est la contribution que devra payer l'entreprise, c'est-à-dire qu'on va calculer de manière assez simple, c'est-à-dire le nombre de bénéficiaires manquants multiplié par un barème. Et donc le barème, vous l'avez sous les yeux, il est d'abord fonction de la taille de l'entreprise. Donc on voit bien que plus l'entreprise est importante, plus le barème est important. Donc on a un premier barème entre 20 et 250 salariés. Et donc là, c'est 400 fois le SMIC horaire multiplié par le nombre de bénéficiaires manquants. Et ainsi de suite. J'ai une entreprise entre 250 et 750 salariés, ça va être 500 fois le SMIC horaire multiplié par le nombre de bénéficiaires manquants, et 600, etc., etc. Et ensuite, on arrive donc à un montant éventuellement à payer. Donc là, on est bien dans la situation des entreprises de plus de 20 salariés qui ne remplissent pas les conditions d'emploi de travailleurs handicapés. Voilà. Donc cette contribution brute, c'est le principe un petit peu de, enfin c'est le montant quand on n'a pas mis avant déduction. Et bon, Émeric tout à l'heure vous parlera des différentes déductions qui permettent de minorer cette contribution. Donc on voit que si le nombre de bénéficiaires manquants est important, on voit bien que très très vite, on peut se retrouver avec des montants qui sont relativement importants à payer. Donc l'idée générale, on le voit bien, c'est que plus l'entreprise emploie des salariés en situation de handicap ou qui correspondent au profil pour rentrer dans les bénéficiaires pour l'emploi des travailleurs handicapés, moins cette contribution sera importante, voire nulle si le nombre de salariés occupés correspond au nombre aux 6%. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au calcul ? Non, c'est clair pour tout le monde? Écoute, Émeric, je te laisse la main alors. Je poursuis, merci beaucoup. Effectivement, donc là, nous partons de la contribution brute. Contribution brute qui peut être minorée, comme ça a été dit. Donc, un petit focus sur le secteur protégé et adapté qui permet des déductions. Donc, une entreprise adaptée est une entreprise ordinaire en réalité, qui a, en tout cas, dans ses effectifs, au moins 55% de personnes en situation de handicap, avec des subventions d'État.
Également les ESAT, établissements et services d'aide par le travail, qui sont plutôt des structures médico-sociales avec une activité productive et également un soutien financier de l'État. Et également les travailleurs indépendants, qu'on appelle communément TIH. Donc, dès lors que vous travaillez avec un travailleur indépendant et qu'il est en situation de handicap, vous bénéficiez également d'une déduction sur la contribution. Donc, quelles activités peuvent être confiées au secteur protégé? En réalité, tout type d'activité. Ça dépendra bien entendu des services qu'ils vous proposent. Donc, on a des activités traditionnelles, telles que la mise sous pli, la restauration collective, l'entretien d'espaces verts, etc. Mais également d'autres secteurs sur lesquels on voit émerger, notamment sur les travaux administratifs, la GED, etc. Donc, dès lors que vous confiez à une entreprise adaptée un ESAT ou un travailleur indépendant, y compris en portage salarial, un type d'activité, vous pourrez ensuite le déduire, en tout cas, ça sera déduit de la contribution lorsque vous effectuerez la DOETH. Il faut savoir que c'est un des effets de la réforme, puisqu'auparavant, passer par le secteur protégé et adapté permettait une valorisation en termes d'unités bénéficiaires. Cela a été supprimé, donc on part sur un calcul beaucoup plus simple qui permet, encore une fois, de déduire. Donc on déduit en réalité le coût de la main-d'œuvre. Donc c'est 30% du coût de la main-d'œuvre issu de la facture qui sera déduit de la contribution. Donc ce coût de 30% a un plafond de 50%, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas déduire plus de 50% de la contribution si le taux d'emploi de l'entreprise est inférieur à 3%. Et si le taux d'emploi est supérieur à 3%, le plafond, lui, monte à 75%. Alors, il faut savoir que le recours à la sous-traitance permet également d'éviter la surcontribution, puisqu'on a vu tout à l'heure, par les barèmes 400 fois, 500 fois, 600 fois, une entreprise qui ne mène aucune action positive durant 3 années consécutives ne se verra plus appliquer un coefficient de 400, par exemple, si elle a moins de 250 salariés, mais bien un coefficient de 1500. Donc, la conséquence est quand même beaucoup plus importante, puisque 1500 fois le SMIC horaire par unité bénéficiaire manquante, ça commence à peser. Donc, les entreprises qui n'ont pas la possibilité, puisqu'on sait très bien qu'on ne peut pas forcément embaucher, toutes les entreprises ne sont pas en mesure d'embaucher chaque année, ou d'accueillir éventuellement des stagiaires, si elles passent en tout cas par la sous-traitance, elles pourront éviter cette surcote dès lors que le montant est équivalent à 600 fois le SMIC horaire sur 4 années. Alors, quand je dis le montant, c'est bien le montant du coût de la main-d'œuvre. Donc, si vous avez une facture de 10 000 euros sur les 4 dernières années, il faut absolument que le coût de la main-d'œuvre sur ces 10 000 euros soit supérieur à 10 fois 57 aujourd'hui, ou 10 fois 25 plutôt, puisque le SMIC était à 10,25 € au 31 décembre 2021. Concernant les autres, oui. Brick, oui. J'interviens parce que ça, c'est un vrai changement qui va évidemment avoir des conséquences super importantes, parce qu'on parle bien de 600 fois en termes de main-d'œuvre. Oui, le coût de la main-d'œuvre. Le coût total de la main-d'œuvre. C'est-à-dire que alors 600 fois le SMIC horaire sur les 4 dernières années. Voilà, oui, donc c'est pas sur une année, voilà, c'est étalé sur 4 ans. Mais je pense notamment à des ESAT qui vendent de l'impression, qui vendent de la fourniture. Le coût de la main-d'œuvre pour ces éléments-là est super faible. Donc, ça veut dire que quand on fait appel à la sous-traitance, il faut privilégier les actions où on a un coût main-d'œuvre qui est plus important. Ça peut être de la mise à disposition, par exemple. Exactement, exactement. Et c'est exactement ça. Il est préférable de faire appel à de l'offre de service, donc d'avoir de la main-d'œuvre directement au sein de l'entreprise plutôt que d'acheter de la fourniture. Après, bon, les deux sont possibles, mais c'est vrai que l'impact est beaucoup plus important lorsqu'on a de la mise à disposition, par exemple. Parfait. Alors, en termes de déduction, également de nouvelles déductions qui sont apparues avec la réforme, notamment la réalisation de diagnostics et de travaux permettant de rendre les locaux accessibles, par exemple, aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi.
des actions concernant le maintien dans l'emploi au sein de l'entreprise et la reconversion professionnelle par la mise en œuvre de moyens humains, techniques ou organisationnels sont également prises en compte. On exclut bien entendu les dépenses qui sont déjà prises en charge par d'autres organismes ou faisant l'objet d'aides financières également délivrées par d'autres organismes. Nous aidons effectivement les entreprises par le biais d'aides financières au sein de la GFIP. Si vous avez bénéficié de cette aide, bien entendu, ça ne rentrera pas dans le cadre des déductions. Peuvent être considérées également les prestations d'accompagnement des bénéficiaires de l'obligation d'emploi, ainsi que les actions de sensibilisation, et ça c'est quelque chose qu'on retrouve très fréquemment aujourd'hui, les actions de sensibilisation du collectif de travail. Vous mandatez un cabinet ou un organisme de formation pour sensibiliser le collectif de travail, c'est une dépense déductible. Il existe également 3 dépenses déductibles provisoires, puisqu'elles sont présentes jusqu'au 31 décembre 2024 et le législateur se laisse la possibilité de les maintenir ou pas, que sont la participation à des événements promouvant l'accueil, l'embauche directe et le maintien dans l'emploi de travailleurs handicapés dans l'entreprise, ou alors des partenariats à travers une adhésion, une convention avec des associations, organismes œuvrant pour la formation, l'insertion professionnelle, etc. Et puis, bien entendu, les actions concourant notamment à la professionnalisation des entreprises adaptées, des établissements ou services d'aide par le travail ou des travailleurs indépendants handicapés, ainsi qu'au développement des achats auprès de ces acteurs. Alors, les dépenses déductibles sont plafonnées à 10% du montant de la contribution brute. Donc, la dépense déductible hors taxe, avec un plafond de 10% sur la contribution brute. Et tout cela avant déduction, puisqu'il y a également des déductions. On a parlé tout à l'heure des ECAP, cette fameuse liste de 36 qui a été maintenue, qui se calcule en fait, qui est comptabilisée en moyenne annuelle. Et dès lors qu'on a cet effectif, on le multiplie par 17 fois le SMIC horaire en vigueur au 31 décembre de l'année de référence. Donc pour 2021, il me semble que le SMIC était à 10,25. Donc on multiplie 17 fois le SMIC 25 avec l'effectif. Un cas particulier, notamment sur les accords agréés, puisque les accords agréés pouvaient être conclus avant la réforme de manière indéterminée. Aujourd'hui, un accord peut être conclu pour 3 ans et renouvelable une fois. Donc, on n'aura plus la possibilité de les multiplier. Alors, pour quelle raison? Le législateur est parti du principe qu'une entreprise qui mène un accord agréé pendant 3 ans, puis ensuite 3 ans, ça fait 6 ans. Si en 6 ans, l'entreprise n'a pas pu mettre en place de mesures, ou en tout cas de politiques concrètes en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap, on considère que le législateur, pardon, parce que c'était Henrik Chemin, ça va de soi, le législateur considère que l'entreprise n'y parviendra pas forcément par la suite. Alors, la particularité de l'accord agréé, c'est que ça permet à l'entreprise de ne pas verser la contribution. Simplement, le budget, le montant de la contribution est gardé par l'entreprise et l'entreprise s'engage par l'accord à utiliser les fonds justement pour mettre en place une véritable politique handicap. Donc, bien entendu, ces accords agréés concernent généralement les entreprises de taille plutôt importante, aux alentours de 200, 250, voire au-delà. Il y a combien d'accords sur la zone anti-Guyane? Alors, sur la Guadeloupe, nous comptabilisons 29 accords agréés, voilà, tout de même, sur l'année 2021. Et qui sont traités avec des entreprises locales ou qui sont des déclinaisons Ah non, ce sont des accords agréés des entreprises locales. Ça concerne bien les entreprises locales. Alors, tout à l'heure, je disais que ça concerne plutôt les entreprises de 200, 250 ou plus. Ça peut considérer une entreprise de 50, qu'on soit bien d'accord. Il n'y a pas de taille. Simplement, compte tenu de la lourdeur administrative, puisqu'il faut des copies réguliers avec l'État, etc., c'est vrai que ce sont plutôt les grosses entreprises qui ont la capacité de mener ce type d'action. Mais un accord peut être mené sur une entreprise de 30 ou 40 salariés, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Et bien entendu, l'AGFIP est là pour accompagner, puisque ça fait partie de nos missions. Alors, si on aborde le calcul de la contribution nette, là, on rentre dans des aspects effectivement un petit peu techniques, mais qui sont en réalité très simples. Nous parlions de la contribution brute tout à l'heure.
avec ce fameux barème de 400, 500, etc. Donc, en concluant des contrats auprès d'entreprises adaptées, ESAT, travailleurs indépendants, ou alors entreprises de portage salarial, on déduit de la contribution brute. On déduit également les dépenses déductibles, donc les 6 que je vous ai présentées, et on déduit ensuite l'effectif ECAP, ce qui nous donne la contribution nette. Alors, contribution nette, après déduction, mais avant écrêtement, puisqu'il y a une période transitoire. Cette fameuse période transitoire qui va de 2020 à 2024, on a indiqué précédemment que la contribution est calculée sur l'entreprise. Donc, c'est la notion d'entreprise qui est prise en compte et non plus celle d'établissement autonome. Donc, on imagine bien qu'un certain nombre d'entreprises qui avaient plusieurs établissements secondaires de moins de 20 ne payaient pas de contribution. Aujourd'hui, c'est l'ensemble qui est pris en compte. Donc, ça fait une augmentation pour l'entreprise, une augmentation qui peut être assez conséquente. Pour cela, le législateur a prévu des abattements. Donc, cette fameuse période d'écrêtement qui va de 2021 à 2020 à 2024. Et en 2021, donc, l'écart qui est constaté entre la contribution 2020, donc, qui d'ailleurs a été versée à la GFIP, et la contribution 2021 qui a été versée aux URSSAF, l'entreprise pourra déduire 80%, enfin, a pu déduire, 80% de la différence. En 2022, on sera à 75%, donc de la différence entre 2021 et 2022. Et en 2023, 66% de la différence entre 2022 et 2023, puis 2024, où on sera à 50%. Et la période s'arrêtera, puisque le législateur, encore une fois, laisse une période de 4 ans aux entreprises pour pouvoir se mettre en conformité et se rapprocher, en tout cas, atteindre les 6%, et sinon, en tout cas, s'en rapprocher le plus possible. Alors ici, on a un exemple très concret. On a une entreprise qui, en 2020, avait une contribution de 110 000 € et en 2021, voilà, puisque 2021, sur l'année 2020, elle se retrouve avec une contribution nette de 260 000 €. Ça fait donc un écart, une hausse de 149 740 € en appliquant le taux d'écrêtement de 80%. La différence ne sera plus que de 29 948 €. Donc, au lieu de payer 260 000 € de contribution, l'entreprise n'en paiera, on entend bien entre guillemets, que 140 208 €, puisque ça reste une somme importante lorsqu'on a une contribution de cet ordre. Sur cette explication, y a-t-il des questions? Est-ce que c'est clair? Alors, j'ai une question. Qui c'est qui fait l'écrêtement? C'est nous calculons. Comment ça se passe par rapport à l'URSSAF? Gilbert, je te laisse répondre. Oui. Ben, comme à chaque fois, le principe de la déclaration, c'est donc on est dans un système déclaratif. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous allez déclarer une contribution, alors éventuellement avec un écrêtement. Le travail de l'inspecteur de l'URSSAF, ça va être de vérifier comment vous avez calculé cet écrêtement. Donc, il va reprendre tous les éléments dont a parlé Émeric pour voir si le montant de la contribution qui est calculé est bon. N'oubliez pas, c'est le principe du recouvrement. On est dans un système déclaratif, c'est-à-dire vous déclarez tous les mois, vous êtes susceptible d'être contrôlé. Le jour où il y a un contrôle, l'inspecteur va vérifier si effectivement les conditions d'écrêtement sont correctes. C'est comme pour un contrôle entre guillemets classique, vous faites vos déclarations, le jour où vous avez un contrôle, il vérifie si tout est bon. Donc, c'est important d'avoir la bonne information, c'est important de bien vérifier ses calculs, mais on va dire qu'on est toujours dans le même principe, le principe du système déclaratif avec un peu cette épée de Damoclès, c'est-à-dire le jour où il y a un contrôle. Alors après, attention, un contrôle, c'est pas forcément un redressement, ça peut être un crédit peut être dégagé, mais on va dire que la responsabilité de la déclaration, elle incombe toujours à l'entreprise. Et nous, c'est après qu'on vérifie si c'est bon ou si c'est pas bon.
Pour 2021, donc là on est en 2022, si on n'a pas fait d'écrêtement, parce que j'avoue que moi je prends connaissance de la mesure, pour 2021, il y a une possibilité de rétroactivité ou c'est passé? Bien sûr, via la DSN. Vous savez, on est sur le principe de déclaratif. Enfin, je ne sais pas si vous occupez de la paye, vous faites vos déclarations. Donc, il y a ce qu'on appelle le système de blocs de régule qui vous permettent de modifier des déclarations. Donc, si en 2021, vous n'avez pas fait les bons calculs parce que vous n'aviez pas toutes ces informations, ben, vous faites un bloc de régule par rapport vous savez, il y a un système de code, l'URSSAF, qui identifie quel risque. Et ben à ce moment-là, vous faites un bloc de régule par rapport à ce risque-là. Donc, ça va vous diminuer ou ça va vous dégager un crédit. Il y a toujours la possibilité de modifier. Merci. Voilà, donc effectivement, hein, la DSN n'est pas un outil de calcul, c'est bien une modalité déclarative, donc il est important d'avoir ça en tête. Alors en bref, concernant cette loi du 5 septembre 2018, les différences aujourd'hui, en tout cas les grandes lignes, c'est qu'aujourd'hui, toutes les entreprises ont l'obligation de déclarer si elles ont des BOETH. La déclaration s'effectue aujourd'hui par la DSN. L'entreprise est considérée comme entité d'assujettissement, donc le taux de 6% est maintenu, néanmoins le législateur s'est laissé la possibilité de le réviser tous les 5 ans, à la hausse ou à la baisse. Les BOETH sont pris en compte quelle que soit la durée et la nature de leur contrat. Le calcul des effectifs s'effectue en moyenne annuelle, alors qu'auparavant c'était au 31 décembre. Il y a la suppression du dispositif de minoration. Les travailleurs de plus de 50 ans et plus bénéficient d'une survalorisation, donc de 1,5, ça a été dit tout à l'heure. La liste des ECAP a été maintenue. La liste des catégories des dépenses déductibles a été révisée, elle passe de 13 à 6, dont 3 provisoires. Et bien entendu, la possibilité de déduire de la contribution le recours aux entreprises adaptées, ESAT, travailleurs indépendants, handicapés et entreprises de portage salarial, et l'exonération via l'accord agréé, qui est dorénavant de 3 ans maximum, renouvelable une fois. Alors, concernant le parcours du déclarant, il faut savoir qu'il existe un simulateur donc, sur le site de la GFIP, simulateur agréé et validé par les URSSAF. Voilà, j'insiste là-dessus. Ce simulateur vous permet, en tout cas, permet à l'entreprise d'anticiper. C'est vraiment le but de l'outil, d'anticiper et du coup, tout au long de l'année, de se dire, tiens, j'ai mis en place telles actions ou je ne l'ai pas fait. Quel sera le montant de ma contribution. Et ce simulateur vous indique exactement ce que vous paierez ou pas si votre DSN, la DOETH en DSN, prend en compte exactement les mêmes éléments. Donc, c'est vraiment un outil fiable et utile, vous permettant en tout cas de vous positionner par rapport à l'obligation d'emploi et l'éventuelle contribution que l'entreprise aurait à payer. Y a-t-il des questions à ce niveau? Ah ben, ça paraît clair. Donc, on poursuit. Gilbert, je te laisse la parole. Juste pour être un peu dans la continuité de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est dans un système déclaratif. Donc, sur le principe, le calcul, il est assez simple, mais on voit bien que vous avez la possibilité de déduire un certain nombre d'éléments. Donc, ce qu'indique ce slide, c'est que bien entendu, ces éléments de déduction, ils doivent être justifiés. Donc, il vous faut des justificatifs. Donc, je ne reprends pas tous les éléments qu'a dit Émeric tout à l'heure sur la possibilité de travailler avec les entreprises de travail temporaire, les groupements d'employeurs, etc., les ESAT. Donc, ces établissements avec lesquels vous avez travaillé et qui éventuellement vous permettent de minorer votre contribution, il faut qu'ils vous fournissent les justificatifs. Donc, j'allais dire que la déclaration, là, vous allez bientôt la faire si vous êtes concerné, puisque ça va être au 5 et au 15 mai, on va en parler tout à l'heure. Il est très important de collecter les différents justificatifs qui vont vous permettre de diminuer la contribution. Quand l'inspecteur va vérifier cette contribution, il va faire un calcul basique. Il va vérifier si effectivement il y a le nombre de bénéficiaires
s'il y a assez de bénéficiaires. S'il n'y a pas assez de bénéficiaires, il va faire le calcul, comme on l'a indiqué tout à l'heure, en fonction du SMIC et de la tranche d'effectifs, avec une contribution. Et lorsqu'il va calculer cette contribution, si elle ne correspond pas à la déclaration, il va vous demander de justifier la différence. Donc, il y a tout un travail à faire à votre niveau en qualité d'employeur pour justifier cette déduction. Et donc, bien entendu, il va falloir pouvoir présenter ces justificatifs. Donc, si ce n'est pas le cas, eh ben, il faut vous retourner vers ces différentes entreprises avec lesquelles éventuellement vous avez collaboré. Ensuite, dans le parcours du déclarant, on a donc normalement, alors je ne sais pas autour de la table là, si les personnes sont concernées. Donc c'est ce que je disais, la responsabilité de l'URSSAF maintenant, c'est à la fois de communiquer sur les différents éléments, et cela à partir de la DSN. Donc notamment, normalement, vous avez dû recevoir avant le 15 mars 2022 l'effectif d'assujettissement à l'OETH, le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi, l'effectif de bénéficiaires de l'obligation d'emploi hors intérimaire travailleurs handicapés et l'effectif de salariés relevant d'un ECAP, c'est-à-dire les personnes qui finalement ont des métiers qui ne sont pas accessibles aux travailleurs handicapés et qu'on diminue. Normalement, donc, avant de percevoir la contribution, il y a un travail, il y a en tout cas une mission qui a été donnée aux URSSAF de communiquer autour donc, de ces différents éléments, donc des effectifs, des bénéficiaires, des ECAP. Donc normalement, il y a une notification. Alors soit ça se fait par DCL, donc c'est le dossier cotisant en ligne sur lequel on peut vous communiquer ces informations-là. Et si ce n'est pas le cas, par une notification par un courrier. Donc ça, c'est on va dire le document officiel qui permet de savoir si vous êtes plus de 20, moins de 20 et le nombre de personnes qui sont bénéficiaires de l'OETH. Donc ça, c'est un élément très important puisque là, et bien entendu, hein, ça a été dit et redit, tout ça, c'est à partir de la DSN et donc des informations que vous avez communiquées. La traduction des informations qui ont été indiquées dans la DSN font qu'il y a une notification avec ces différentes informations. Ensuite, ça a été dit tout à l'heure, hein, la DSN, ce n'est pas un outil de calcul. Hein, c'est un outil, on va dire, qui collecte des informations. Alors, juste hein, pour élargir un petit peu, hein, la DSN, donc on est là sur l'OETH, hein, mais c'est aussi pour les retraites complémentaires, c'est aussi pour Pôle emploi, c'est une base d'informations, c'est une collecte d'informations qui est centralisée. Hein, et donc voilà, mais cette collecte d'informations, dans un premier temps, notre organisme ne fait que l'utiliser et pour en traduire à travers les éléments qui ont été communiqués, pour vous notifier des informations par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein, mais ce n'est pas un outil de calcul. Hein, ce n'est pas l'URSSAF qui va vous calculer votre contribution. Elle va juste vous donner les différentes informations. Alors, cette déclaration, elle se fait une fois par an. Hein, donc, on est en plein dedans, hein, c'est-à-dire c'est avec la DSN d'avril, donc est exigible en fonction de l'effectif de l'entreprise le 5 ou le 15 mai. Donc là, on est vraiment, on va dire, l'intervention d'aujourd'hui tombe à point nommé, hein, puisqu'on est vraiment sur la période sur laquelle il faut vous pencher sur cette contribution si vous êtes redevable et que vous allez devoir déclarer donc soit le 5, soit le 15 mai, à partir notamment des informations qui vous ont été communiquées précédemment sur les effectifs, les bénéficiaires, etc. Voilà. Ensuite, je crois que c'est à toi, Émeric. Oui, je prends la main, effectivement. On va glisser, on va dire, tranquillement vers des informations un peu plus pratiques, puisque on aborde un petit peu l'accompagnement des entreprises. Donc, effectivement, sont à votre disposition divers supports hein, pour expliquer notamment la réforme de l'OETH, un guide pratique qui est mis à jour régulièrement par l'URSSAF. Également un dossier sur la réforme hein, que vous trouverez sur le site du ministère du Travail. Donc, bien entendu, le support sera mis à votre disposition, hein, donc vous aurez toutes les informations, des fiches pratiques, des newsletters également de la GFIP,
des vidéos, une rubrique DETH également sur le site de l'URSSAF. Donc, en résumé, hein, qui fait quoi, puisque l'AGFIP avait en charge cette DETH jusqu'à 2020, puisque la dernière déclaration s'est effectuée en 2020 au titre de l'année 2019. Donc, depuis 2020. Voilà, il est indiqué depuis 2021, mais en réalité depuis 2020. Si une entreprise a des questions sur comment déclarer sa DETH en DSN, le calcul et les seuils d'effectifs, déduction des dépenses directes ou dépenses de sous-traitance, période exonératoire, modalité d'écrêtement, accompagnement des entreprises en difficulté financière, l'URSSAF est votre interlocuteur. Néanmoins, si une entreprise souhaite être informée, orientée et outillée sur l'emploi des personnes en situation de handicap, bénéficier d'un diagnostic sur ses pratiques, hein, être conseillé, accompagné dans sa politique d'emploi en faveur des personnes en situation de handicap, bénéficier d'aide et de prestations, ou connaître le montant de sa contribution au titre de 2019 ou antérieur, l'AGFIP est le bon interlocuteur. Une petite note, il faut savoir que vous avez 5 ans pour revenir sur une DETH, en tout cas au niveau de l'AGFIP. Donc, nous sommes toujours l'interlocuteur pour les DETH, les déclarations qui ont été effectuées en 2019, en 2018, en 2017. J'ai eu le cas il y a 2 semaines où une entreprise m'a indiqué qu'elle avait découvert qu'elle avait un collaborateur en situation de handicap depuis 2016 au sein de ses effectifs. Cette entreprise a été invitée justement à nous effectuer des déclarations rectificatives sur les années concernées et on va devoir lui reverser des sous. Vous avez également quelques liens utiles, hein, donc notamment ce lien menant au simulateur. Bon, voilà, vous avez accès à des vidéos de présentation, etc. Donc différents documents et liens vous permettant en tout cas d'avoir plus d'informations ou d'être renseigné, accompagné concernant cette modalité. Et nous avons tenu le timing en près d'1h30. Alors, s'il y a des questions, nous sommes tout oui. Il y en a très certainement, donc n'hésitez pas à nous interpeller. Bonsoir. 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 Là, du cabinet expertise, j'aurais une première question concernant la régularisation en DSN par rapport à, j'ai le statut d'un travailleur handicapé qui, suite au renseignement d'une date de fin, il n'est plus remonté en tant que statut de travailleur handicapé depuis le mois de juin 2021. J'ai effectué la régularisation DSN au mois de février 2022. Est-ce que c'est possible que la régularisation en fait ait eu le temps d'arriver pour que les effectifs transmis par l'URSSAF aient pu être corrects pour 2021? Alors, vous pouvez reprendre un petit peu votre question. Alors, excusez-moi. J'ai un statut, j'ai une travailleur handicapé qui a cessé en fait de remonter en DSN en juin 2021 parce qu'il y avait sans doute une date de fin d'une carte d'invalidité et à la suite de ça, elle a cessé de remonter en DSN comme étant handicapée. La correction en fait a été effectuée tardivement, c'est-à-dire en février 2022. Est-ce que les effectifs transmis par l'URSSAF, non, il y a moyen en fait de... Ah. Alors il y a deux choses. Je pense pas, puisque le calcul des effectifs se fait au 31 décembre 2021. Donc, si on n'a pas les informations sur les DSN correspondantes sur les mois où l'information n'est pas remontée, c'est pas rentré dans le calcul. Néanmoins, si vous avez cette information et que vous considérez que le calcul qui vous a été notifié par l'URSSAF n'est pas le bon, en fonction des informations que vous venez de donner, vous avez la possibilité de... Alors, je ne sais pas si vous franchissez un seuil ou si ça vous permet de diminuer votre contribution. Vous êtes en capacité de calculer votre contribution en fonction des nouveaux éléments que vous avez. C'est-à-dire la notification, je répète, la notification, elle ne répond qu'aux informations que vous avez communiquées via votre DSN. Si vous êtes trompé
eh ben, vous modifiez à la fois le calcul des effectifs, le nombre de bénéficiaires, éventuellement votre contribution. Et le jour où vous allez être contrôlé, il va falloir juste indiquer que voilà, cette personne, pendant 6 mois, elle n'a pas été considérée comme handicapée parce que vous n'avez pas pu remonter l'information. C'est aussi simple que ça. Mais je pense que si vous vérifiez le calcul, je pense que ça n'a pas été pris en compte. Ce sont des calculs automatisés. Si vous l'avez fait en février 2022, il me semble que c'est un petit peu tard. D'accord. Mais l'idée, c'est de conserver les justificatifs, hein, même sur ces… je veux dire, une notification, on peut se tromper, hein, l'URSSAF peut se tromper, mais elle peut se tromper aussi parce que les éléments qui ont été communiqués ne sont pas bons. Donc, charge à vous de les conserver et de refaire éventuellement, enfin, de calculer votre contribution en fonction des nouveaux éléments que vous avez. Entendu. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions? Par contre, par rapport à la prescription, alors normalement, pour l'URSSAF, c'est 3 ans. Hein. Nous, on ne revient pas 5 ans en arrière. Hein. Je t'entendais, Émeric, au niveau de notre organisme, c'est 3 ans. Hein. Oui, absolument. C'est la raison pour laquelle j'ai bien précisé concernant la GFIP, puisque c'était l'ancien système. Hein, donc, depuis la réforme, bien entendu, c'est 3 ans, mais au niveau de la GFIP, on peut revenir sur les 5 dernières années. Mais uniquement à compter de 2019. Voilà, pour les URSSAF, bien entendu, c'est 3 ans. Une deuxième question, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y aura une tolérance par rapport à la première année de déclaration en DSN par l'URSSAF? Parce que je pense qu'il y a… Qu'est-ce que vous voulez dire par tolérance? Disons, étant donné que certains éléments n'étaient pas connus, il y a aussi certains clients qui ont transmis des justificatifs tardivement aussi. Donc, les DOETH transmises n'ont sans doute pas été correctement faites. Donc, est-ce qu'il y aura, en cas de contrôle… Non, à ma connaissance, non. Enfin, ça fait plus de 25 ans que je suis au contrôle. La tolérance… alors, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, ce n'est pas forcément un principe dans notre organisme, même si maintenant, il y a quand même des progrès hein, avec la loi ESSOC et autres. Enfin, je ne rentre pas dans les détails. Non, on est sur le principe du système déclaratif. Hein, je répète encore une nouvelle fois, hein, c'est de votre responsabilité. Donc, les éléments manquants, les erreurs, eh ben, ce qu'il faut faire, c'est les corriger, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, via des blocs de régule dans votre DSN. Donc voilà, après, ça reste toujours de la responsabilité de l'entreprise ou du cabinet comptable s'il y a eu des erreurs, s'il y a des justificatifs qui n'ont pas été fournis, de modifier ces déclarations via des blocs de régule. Et si ça vous dégage des crédits, ben à ce moment-là, vous sollicitez un remboursement. Et à l'inverse, s'il y a des sommes à payer, ben à ce moment-là, vous les versez via une déclaration et un bloc de régule. Mais voilà, on n'est pas dans un système où c'est un nouveau texte. Voilà, il y a pas de, on va dire entre guillemets, il n'y a pas de tolérance. Bon, voilà, il faut déclarer, il faut payer. C'est de la responsabilité du déclarant. Et puis bon, après, éventuellement, il peut y avoir une vérification. Mais bon, voilà, après, dans ce que j'entends, dans ce que vous dites, c'est que bon, vous avez connaissance de ces erreurs ou de ces omissions, ben, vous les rectifiez, tout simplement. Oui, l'important, c'est de régulariser, en effet. Tout à fait. Monsieur Saint-Louis, merci pour ces éléments. S'il y a un très très gros montant, puisque du coup le montant de la contribution va être prélevé quand? Pas prélevé, il n'est pas prélevé, c'est quand c'est la prochaine déclaration, donc ce que je disais, donc c'est le 5 ou 15 mai, mais je crois que sur le support c'était marqué 6 ou 16 parce que le 15 mai ça doit tomber un dimanche. En tout cas, c'est à la date d'exigibilité de la DSN d'avril. Donc, avec la paye du mois d'avril et de la déclaration du mois d'avril, vous allez avoir ce qu'on appelle un code type, un CTP qui va identifier la contribution si elle est à payer, et à ce moment-là, vous la réglez. Et après, on va dire qu'on reste dans un principe général, c'est-à-dire quand une entreprise n'est pas en capacité de régler le montant de sa cotisation, après, il y a la demande de délai. Mais la demande de délai, elle ne va pas se faire sur la contribution, elle se fait sur la globalité. On ne va pas isoler un risque
pour pouvoir le régler. On va vraiment le prendre dans sa globalité. Puis après, je vous dis, on rentre dans le truc un peu classique, hein, entre guillemets, c'est-à-dire on n'arrive pas à régler, on prend contact avec l'URSSAF, on règle la part salariale, et puis pour la part patronale, à ce moment-là, ben, on prend un échéancier. Très bien, parfait, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, a priori non. Émeric ou Monsieur Saint-Louis, vous voulez conclure? En vous remerciant au nom du MEDEF et des entreprises qui ont participé à ce séminaire, enfin à ce webinaire, de la clarté et de la qualité des informations que vous nous avez communiquées. Je vais laisser Émeric conclure, mais juste vous dire que bon, je suis à votre, enfin en tout cas l'URSSAF et moi-même, hein, je vais pouvoir laisser mes coordonnées à votre disposition, hein, pour éventuellement, puisque là vous allez être amené, certains nombre d'entre vous, à déclarer cette cotisation. Je vais laisser mes coordonnées et puis si vous avez besoin d'explications, d'éléments complémentaires, ben voilà, je suis à votre disposition. Éventuellement, je vous transmettrai les coordonnées des personnes qui gèrent votre compte, hein. Mais voilà, c'est vous dire qu'on est à votre disposition. On sait qu'on est encore sur un dispositif qui s'ajoute à tous les autres. On en a bien conscience, hein, que les entreprises, il y a beaucoup de cotisations avec des calculs qui sont différents, qui ne sont pas toujours très, très simples, hein, donc on est parfaitement conscient de ces difficultés. Donc voilà, si on peut vous aider via des webinaires ou par des contacts téléphoniques ou par mail, ben voilà, je reste à votre disposition. D'accord. Émeric? Donc, idem, hein, effectivement, en termes de conclusion, indiquer que la GFIP reste présente, bien entendu, pour l'accompagnement qui peut être mené, toutes les questions qui peuvent être posées concernant l'obligation d'emploi. Et on peut nous joindre via une adresse générique, hein, qui est très simple, qui est entreprise avec un S, point Antilles avec un S, Guyane, @agfip.asso.fr. Entreprise au pluriel, point Antilles au pluriel, Guyane, @agfip.asso.fr. Et je peux laisser également mon portable, hein, qui est le 06 96 24 24 04. Je précise que je serai en Guadeloupe semaine prochaine, hein, les 3, 4 et certainement 5. Donc, ça peut être l'occasion également de pouvoir rencontrer certains d'entre vous si vous le souhaitez. Alors, à noter, j'en profite, que désormais, la GFIP a une représentation et est hébergée dans les locaux du MEDEF. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir un correspondant permanent en Guadeloupe, enfin, et qu'on peut saluer l'initiative de la GFIP. Donc, il y a aujourd'hui un correspondant à GFIP qui n'est pas Émeric, hein, dont on va vous communiquer les coordonnées très prochainement. Mais ça veut dire qu'il y a un point d'entrée au niveau du MEDEF. Autre chose, toujours dans les initiatives qui sont portées par le MEDEF, donc je vous ai parlé tout à l'heure du job dating. On a eu l'accord de la GFIP pour mobiliser les dépenses déductibles pour l'organisation de ce job dating. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir avoir quelques moyens pour aller faire des vidéos, notamment dans les entreprises. Parce que ce dont nous sommes convaincus, c'est que il y a un certain nombre de candidats qui peuvent être intéressés par vos entreprises, qui n'ont pas forcément pris l'initiative ou qui ont cru que c'était vos entreprises respectives étaient inaccessibles. Donc là, nous allons communiquer sur le fait que vous êtes des entreprises handi-accueillantes, que si vous trouvez des candidats de qualité, et notamment en apprentissage, elles seront les bienvenues pour ce webinaire des 8 et 10 juin. Donc on reviendra vers vous très prochainement sur cette échéance, qui est une échéance importante, puisque dans le cadre du plan de relance, les primes liées au recrutement d'apprentis se terminent le 30 juin de cette année, et que normalement, ça veut dire qu'on va pouvoir lancer des dispositifs avant cette échéance. Voilà. Monsieur Saint-Louis, alors les aides continuent, à Laurent. C'est vrai qu'elles seront moins importantes, puisqu'aujourd'hui on va de 8 000 €, enfin c'est 8 000 €. Ça redescendra à 4 000 € pour l'aide de l'État. En tout cas, l'aide de la GFIP, elle, a été majorée et on la maintient, cette aide majorée dorénavant, donc qui va jusqu'à 4 000 € et qui est cumulable avec celle de l'État pour les contrats d'apprentissage et 5 000 € pour les contrats de professionnalisation.
Eh bien, c'est une heureuse nouvelle. Donc, faisons en sorte que le taux d'emploi, qui est une vraie difficulté pour nos entreprises guadeloupéennes, évolue enfin, et puis surtout que voilà, la mobilisation des entreprises fasse qu'on puisse aussi accueillir des candidats qui sont en volonté de travailler. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est qu'il y a une... Alors, j'ai pas le terme, Émeric, aide-moi, c'est qu'il y a une sous-valorisation des contributions, enfin des reconnaissances. Comment tu appelles ça? Tu as un terme technique. C'est-à-dire qu'il y a... le taux d'emploi, c'est ça qui est... En fait, il y a beaucoup plus de personnes en situation de handicap que de personnes identifiées dans les entreprises. Ah oui, Ah oui, tout à fait. Oui, il y a une sous-représentation, on va dire, artificielle. Hein, on sait par définition qu'il y a au moins, enfin, statistiquement parlant, il y a au moins une personne par entreprise, au moins une. Or, nous avons des entreprises qui déclarent n'avoir personne. Donc, il y a un véritable travail. Ça fait partie d'ailleurs de nos missions au sein de la GFIP, de pouvoir accompagner les entreprises là-dessus, notamment en faisant de la sensibilisation auprès des collaborateurs, en mettant à disposition un certain nombre d'outils pour pouvoir permettre justement d'identifier et de mettre surtout les personnes en confiance, puisqu'on sait aussi que c'est souvent cela. La personne n'est pas forcément en confiance, donc elle n'ose pas le dire ou se déclarer. Donc, on vous accompagne également sur ces éléments-là pour pouvoir les inciter, les accompagner, et que vous soyez également accompagné, si nécessaire, sur des adaptations, etc. On sait d'ailleurs que dans 85% des cas, il n'y a pas besoin d'adaptation, mais en tout cas, n'hésitez pas à nous solliciter sur ces questions-là. Des actions très, très simples peuvent être mises en place pour vous permettre de répondre à l'obligation d'emploi. Parfait. Bon, je crois que tout le monde a été très, très clair. Merci pour la clarté des informations transmises. Je crois que tout le monde va pouvoir faire ses projections et puis anticiper ces fameuses dates là qui vont arriver, en espérant qu'elle n'implique pas trop de mauvaises surprises pour certains d'entre nous. Sachez que le MEDEF reste mobilisé et que si nous sommes à votre disposition pour vous accompagner sur tous ces sujets liés à l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés. Donc, merci M. Saint-Louis, merci Émeric, merci à l'ensemble des participants, et puis à très vite pour les nouvelles actions. D'accord ? À bientôt. À très bientôt.